Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nos efforts sont si importants? Tout simplement parce que la valeur de tout produit ou service augmente avec l'effort. Par exemple, beaucoup se demandent pourquoi le vin vieillit-il si cher? D'un point de vue scientifique, cela s'explique par les propriétés particulières du vin acquises au fil du temps. Mais en réalité, ce n'est pas le vin qui vieillit, mais ceux qui ont longtemps résisté à la tentation de le boire. Imaginez, nous sommes vendredi, vous avez acheté une bouteille de bon vin pour l'ouvrir le soir et la boire, mais pour une raison inconnue, vous vous abstenez et ne l'ouvrez pas. Demain, ce vin aura meilleur goût, car une journée de vieillissement sera passée. Il deviendra plus désirable, vous anticiperez les plaisirs futurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur les aspects psychologiques de la valeur et du prix des biens. Sur la volonté de l'homme du point de vue de notre psyché. Si vous voulez ouvrir une bouteille de vin, mais que vous n'avez pas de tire-bouchon, alors vous devrez probablement essayer de forcer le bouchon dans la bouteille de vin. Vous contractez vos muscles, faites des efforts. Et à ce moment-là, votre femme à côté de vous vous dit « Tu n'y arriveras pas ». Elle ne croit pas en vos efforts. Et le moment est d'autant plus doux lorsque vous réussissez enfin, et que le vin n'en devient que plus délicieux pour vous. C'est une sorte de proie, vous faites vos propres efforts. C'est pourquoi il est bien plus gratifiant d'offrir un cadeau fait main qu'un cadeau acheté en magasin. Quand on ne croit pas en soi, mais qu'on poursuit obstinément son objectif, la victoire nous procure bien plus de joie que si l'effort et la souffrance n'avaient pas eu lieu. Le repos est bien plus appréciable si l'on a travaillé dur au préalable, longtemps et durement. Si l'on n'a pas travaillé, si l'on ne s'est pas épuisé, la valeur du repos diminue. D'où une thèse importante que beaucoup ne comprennent pas pleinement, seul l'effort crée de la valeur. Par exemple, ne perçoit-on la valeur particulière de la naissance d'un enfant que lorsqu'il est attendu depuis longtemps? Lorsque la conception a été difficile pendant longtemps, lorsque des méthodes de fécondation in vitro étaient utilisées, par exemple, les deux conjoints ont subi de longs traitements. Seules les difficultés à atteindre un objectif procurent la joie du résultat. D'où le dicton populaire, nous ne chérissons pas ce que nous avons maintenant, et quand nous le perdons, nous pleurons. Si vous avez déjà votre propre maison, vous n'appréciez pas la possibilité d'y vivre autant que ceux qui sont contraints de louer un logement pendant de nombreuses années, en payant de l'argent à des inconnus. L'effort est très important, car lui seul apporte une valeur ajoutée. Avez-vous vu comment, en entrant dans un hôtel cher ou un restaurant cher, un portier élégamment habillé vous accueille et vous ouvre la porte? Il semblerait, pourquoi? Il existe des portes coulissantes automatiques avec une cellule photoélectrique, n'est-ce pas? On en installe même à l'entrée des supermarchés, c'est une technologie bon marché. Mais elle ne prend pas en compte les nuances psychologiques de la vie humaine? Les gens préfèrent qu'une personne vivante leur ouvre la porte, cela renforce leur estime de soi, cela affecte leur estime de soi. C'est pourquoi les robots et l'intelligence artificielle ne remplaceront jamais complètement les humains. Nous n'aimons pas voir un robot à l'œuvre. Nous aimons regarder les autres travailler, nous élever au-dessus d'eux. C'est pourquoi les blogs vidéo sont devenus populaires, où les spectateurs observent un travail minutieux, cuisiner, couper du bois, nettoyer, jardiner. Des milliards de personnes aiment regarder cela. Contempler le travail des autres. En juillet, la température de l'air est de plus de 30 degrés Celsius, vous marchez et regardez les ouvriers poser l'asphalte. C'est dur pour eux, ils sont dans la poussière, en sueur, avec des pelles. Et vous passez juste devant et vous vous surprenez à penser, qui a étudié quoi? C'est bien que je sois un employé de bureau et que je ne travaille pas si dur physiquement. Mais quand vous êtes obligé de traîner des heures dans un bureau étouffant et de regarder ceux qui gagnent de l'argent encore plus facilement que vous, alors votre humeur se dégrade immédiatement. C'est agréable de regarder ceux qui sont pires que nous, qui sont plus pauvres que nous, qui sont obligés de travailler plus que nous, qui sont moins beaux que nous. Les gens aiment sentir leur supériorité et regarder les autres travailler dur. Pourquoi une personne très riche ne pourrait-elle pas devenir un stand-up à succès? Humoriste ou blogueur? Pourquoi ne réussirait-il pas à raconter des histoires? Parce qu'il parlera de sa vie, comment il vit dans une maison luxueuse, nage dans une piscine, a une domestique, conduit une voiture de luxe avec son propre chauffeur. Et la plupart des gens n'aimeront pas écouter ça, même si les blagues sont pétillantes et talentueuses. Ils commenceront peu à peu à envier et à détester ceux qui ont plus de succès qu'eux, qui sont plus riches, qui ont accompli plus.
Un tel spectacle de stand-up est voué à l'échec. Pour réussir, il faut raconter comment sa femme vous a quitté, comment on économise de l'argent chaque mois pour payer le loyer, à quel point la vie est difficile en tant qu'étudiant ou en tant que famille dans une famille pauvre. Et ce n'est qu'alors que les gens apprécieront votre histoire. Personne ne s'intéresse à votre grandeur. Au contraire, ils cherchent à s'élever psychologiquement au-dessus du compteur. C'est précisément pourquoi les très riches sont, à bien des égards, limités. Ils ont beaucoup plus de mal à atteindre la sincérité dans leurs relations, à être recherchés par le grand public. Personne n'aime les riches et les considère souvent comme des parasites. D'ailleurs, une vidéo distincte sur la chaîne était consacrée à ce sujet, intitulée « Parasites ». Quelles professions sont nécessaires et importantes? La valeur de nos efforts détermine notre volonté. Mais quelle est l'importance des inhibitions volontaires, de la capacité à endurer et à se dépasser? Cette question est liée à la compréhension du concept de « libre arbitre ». La connaissance de la biologie humaine nous permet d'affirmer « nous existons tous dans un espace limité, dont la taille est déterminée par notre éducation, les facteurs environnementaux, l'hérédité et nos gènes ». À l'intérieur de ce espace conditionnel, nous sommes tout à fait capables de prendre nos propres décisions, d'exercer notre volonté. La pensée abstraite humaine nous permet d'élargir cet espace par rapport aux autres animaux. Oui, mes amis, n'oubliez pas que les humains sont aussi des animaux, bien qu'ils possèdent un cortex cérébral développé. C'est un fait biologique. Il est difficile d'accepter que nous ne soyons que des machines biologiques vivantes agissant en fonction de prédispositions génétiques et de schémas environnementaux. Certes, notre champ d'action est bien plus large que celui des autres animaux, mais le libre arbitre absolu, malheureusement ou heureusement, n'existe pas. Le célèbre scientifique Robert Sapolsky a écrit à ce sujet dans son livre « Déterminé, une science de la vie sans libre arbitre ». Selon l'auteur, toutes les actions humaines sont prédéterminées par des facteurs biologiques et environnementaux, et notre perception du libre arbitre n'est qu'une illusion née de processus complexes dans notre cerveau. Nous, les humains, avons tendance à croire que certains d'entre nous possèdent une volonté particulière qui nous permet de réussir dans la vie. Mais d'autres en sont dépourvus, ou la possèdent très faiblement. Certains scientifiques pensent que les facteurs génétiques et héréditaires jouent un rôle important dans la formation des processus biochimiques cérébraux. D'autres attribuent un rôle plus important à l'éducation et aux facteurs environnementaux. Mais en réalité, peu importe qui a raison. Ce qui compte, c'est qu'il n'existe pas d'égalité naturelle, et toute tentative d'égalisation artificielle des individus sera malheureusement inefficace. Chaque action, chaque fait, a une cause spécifique, une réaction biochimique dans les neurones du cerveau ou le résultat d'interactions hormonales, résultat de l'éducation et de facteurs environnementaux. Cette simple vérité, formulée et prouvée par Robert Sapolsky, est malheureusement niée par les partisans d'une vision mythologique du monde. Selon les statistiques, les juges d'un tribunal américain libre et indépendant prononcent systématiquement plus de condamnations s'ils ont faim. Et des peines plus clémentes sont prononcées immédiatement après le déjeuner. Tous ces faits démontrent à quel point notre soi-disant libre arbitre est sensible à l'influence de facteurs aussi simples, de besoins humains aussi fondamentaux. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que si votre patron est de mauvaise humeur, affamé ou irrité, mieux vaut ne pas demander d'augmentation. Il y a de fortes chances que vous essuyez un refus. Mais après le déjeuner, foncez. Les chances de réussite augmentent. Les nutriments pénètrent dans le sang, la glycémie augmente et la personne devient plus souple, plus complaisante. Je recommande vivement le livre de Robert Sapolsky à ceux qui nourrissent encore des illusions sur l'existence d'un libre arbitre absolu. À tous les défenseurs de la justice absolue. Dans la société humaine, il est courant de chercher un coupable, souvent autour de soi. Mais chacun de nous ne cherche jamais à admettre sa propre culpabilité. Nous nous trouvons toujours des excuses, justifiant parfois nos actes, même les plus terribles. Il est absolument inutile de perdre du temps, de l'énergie ou de s'énerver à discuter longuement de la culpabilité d'autrui. Si un chien en colère et agressif court vers vous, vous n'essayez pas de lui poser de questions ni de deviner qui est responsable, n'est-ce pas? Vous attrapez tout ce qui vous tombe sous la main et tentez de vous défendre, par exemple, avec un bâton ou une pierre. Alors, dans vos relations avec les gens, il ne faut parfois pas trop compter sur la noblesse ou la prudence. N'oubliez pas que tout est déterminé,
y compris biologiquement. Inutile de discuter avec une personne agressive, stupide ou en colère. Mieux vaut l'éviter, tout comme un chien en colère et agressif. N'oubliez pas qu'il ne faut pas taquiner les primates, car c'est écrit sur chaque cage à singes au zoo. Ils sont vengeurs et imprévisibles. L'Homo sapiens appartient aussi à l'ordre des primates. Alors si c'est écrit, ne pas taquiner, il ne faut pas les taquiner. Ce n'est pas comme si des gens stupides travaillaient au zoo. Merci de votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt.